Shalom et bon après-midi à vous de la part de l'apôtre Angela Mani que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, particulièrement, vous avez pu voir sur le thème, je vais parler des 12 qualités d'un bon conjoint, d'une bonne épouse, d'un bon époux. 12 qualités d'un bon conjoint, un bon époux, une bonne épouse. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 9, où la Bible nous dit « Jouis de la femme, jouis de la vie, autant pour moi, avec la femme que tu aimes, tous les jours de la vie de ta vanité qui a été donnée sous le soleil, qui t'a été donnée sous le soleil, tous les jours de ta vanité, car c'est là ta part dans la vie et dans ton travail auquel tu as travaillé sous le soleil. C'est ta part. » La Bible dit c'est ta part. Et comme la Bible est assez machiste, la Bible donne plus de la primeur sur l'homme et souvent on oublie la femme. Souvent même on la relègue en second plan ou en troisième plan, ça dépend. Et voici quand vous regardez la Bible, parfois on met l'accent sur l'homme, après on met l'accent sur les possessions de l'homme, c'est après qu'on met la femme. Donc elle est toujours en relégation, en troisième plan le plus souvent. Mais la Bible nous déclare ici dans Ecclésiaste 9, verset 9, que l'homme, l'époux, doit jouir de la vie avec la femme qu'il aime. Comme une façon de dire, monsieur, madame, ne vous engagez jamais dans une relation avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Puisque je parle ici de conjoint, je parle de l'homme, je parle de la femme, je parle d'époux, je parle d'épouse, et je parle des 12 qualités d'un bon époux, d'une bonne épouse, d'un bon conjoint. Donc, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de la vie. La Bible dit jouis. La Bible n'a pas dit que le mariage était une peine, un souci, un calvaire, mais la Bible parle de jouissance. La Bible dit jouis de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de la vie de ta vanité. Donc pendant que tu as l'opportunité de te permettre des choses, de t'amuser, de t'épanouir, la Bible dit que l'un des facteurs de ton épanouissement, l'une des choses qui appuie ton épanouissement, l'un des ingrédients majeurs de ton épanouissement, c'est ton conjoint, donc ta femme, ton mari. Et je parle ici de 12 qualités d'un bon conjoint, d'un bon époux, d'une bonne épouse. Je veux dire ici, ce sont des qualités que vous devez regarder avant de vous marier et non après vous êtes marié. C'est ça qui fait en sorte que quelqu'un puisse regarder sa fiancée, son fiancé avec un regard assez profond, pour ne pas nous raconter à nous les hommes de Dieu après que papa je veux divorcer, maman je veux divorcer parce que vraiment je me suis rendu compte de certaines choses là depuis un certain temps. Il fallait te rendre compte de ces choses là avant. Donc je veux dire quoi à quelqu'un, avant de t'engager dans le mariage, tu dois avoir les yeux grandement ouverts sur la personne que tu vas épouser, mais après t'être marié, ferme les yeux. Donc les remarques c'est avant le mariage. Des observations avant le mariage. Dès que vous vous êtes liés là, oublie, laisse-nous tranquille, ne viens plus nous raconter où vraiment j'ai constaté que, donc je disais, comme le mariage est une affaire de jouissance, c'est une affaire de joie, c'est une affaire de volupté, c'est une affaire d'excitation, c'est une affaire d'amusement, de joie, de blague, comment je vais dire, de mouvement, quoi, un mouvement positif, un chimiotactisme positif. C'est une affaire d'épanouissement, ce n'est pas une affaire de tristesse. Alors la Bible nous dit ici, jouis de la vie. Ecclésiaste 9, verset 9, et jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Tous les jours de la vie, la Bible n'a pas dit sauter un jour, tous les jours de la vie de ta vanité qui t'a été donnée sous le soleil, donc pendant cette vie. Dit tous les jours de ta vanité. La Bible insiste, tous les jours de ta vanité, car c'est là ta part dans la vie. C'est là ta part. Ton conjoint, c'est ta part. Ta conjointe, c'est ta part. Ton époux, c'est ta part. Ton épouse, c'est ta part. Voilà pourquoi vous voyez les femmes perdre leur nom. Tu es venu avec un nom de la maison de ton père, mais dès que tu t'attaches à ton homme là, tu portes maintenant le nom de monsieur.
Tu perds ton nom, tu perds le nom de ton père, le nom de ta mère, que tu portais, le nom de ta grand-mère, de ton oncle qu'on t'avait donné en famille. Désormais, tu t'appelles monsieur, tu as le nom de monsieur. Et oui, tu as le nom de monsieur. Ça fait que quelqu'un qui vient avec le nom de Ndo, par exemple, madame, elle s'appelait mademoiselle Ndo, de la famille de son père, mais quand elle arrive chez son mari, elle peut s'appeler maintenant madame Mani, c'est obligatoire, et c'est comme ça qu'on l'identifie partout où elle passe. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de bagarre, on ne négocie pas, parce que tu deviens la part de quelqu'un. La Bible déclare, car c'est là ta part dans la vie et dans ton travail auquel tu as travaillé sous le soleil. C'est ça fait partie. La femme, le mari, la femme de quelqu'un fait partie de son héritage que Dieu lui donne. Ça fait partie de son bien que Dieu lui donne. Ça fait partie de son gain que Dieu te donne sous le soleil. Donc tu dois en jouir. Alors, pour que tu vives dans un foyer épanoui, un foyer où il y a de la jouissance, où il y a de la festivité, de la sagacité, j'allais dire, il est question que ces 12 points, n'est-ce pas, ressortent, que ces 12 points réapparaissent. Alors, le premier point, c'est que ton conjoint, ta conjointe, doit avoir des valeurs et des fondamentaux. Quand tu regardes la personne, au départ, est-ce qu'elle est bien éduquée? Est-ce qu'elle a le savoir-vivre? Parce que quand tu t'engages avec une femme qui ne cause qu'avec toi, qui ne rit qu'avec toi, mais dès que ton frère entre, ta soeur entre, elle ne rit plus. Ou bien tu es avec un homme comme ça, quand vous êtes deux, tout est bien, tout est épanoui. Dès que ton frère, ta soeur entre, ou bien ton ami entre, la face est attachée. Tu vois que tu es en train d'entrer dans le foyer avec quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de fondamentaux de vie. Qui n'a pas de fondamentaux de vie parce qu'on nous enseigne, on nous envoie à l'école, à la maternelle, au primaire, au secondaire, à l'université pour apprendre à vivre avec les gens. Pour apprendre à vivre avec les gens. Et donc, obligatoirement, comment un monsieur qui va te dire j'ai un doctorat, j'ai une licence, j'ai une maîtrise, j'ai un master, est incapable de vivre en société? Et même dans ce cas, une dame aussi, elle est incapable de vivre en société. Il y a un problème. En ce moment, quand tu t'engages avec ce genre de personnes, tu es dans les soucis. C'est une mauvaise personne. Elle n'a pas cette qualité-là. C'est une qualité, c'est la première qualité. Les valeurs. Vous avez par exemple un homme, vous êtes en public, ou une femme, vous êtes en public, qui pète devant les gens sans se contrôler. Vous voyez? Qui s'habille mal, qui vit avec des petits habits, la nudité dehors devant tes amis, devant ta famille. Il y a problème. Il y a problème. Et si vous vous engagez avec ce genre de personnes, vous êtes en train de mettre votre épanouissement dont Ecclésiaste, votre jouissance dont Ecclésiaste 9.9 parle là, en péril. Donc, la personne doit avoir des valeurs, elle doit avoir des fondamentaux, elle doit avoir le savoir-vivre, la politesse, la délicatesse. Il n'y a pas de mot de politesse, il n'y a pas de délicatesse dans son comportement. Mais comment vous allez vous engager à vous marier avec un sauvage ou avec une sauvage au nom de la beauté? Au nom de la beauté, vous verrez tout à l'heure à quel niveau je vais placer la beauté dans le mariage. Ce n'est pas la première qualité. Je n'ai pas cité la belle face, la belle figure, les belles formes, les belles rondeurs comme première qualité, non. Je parle des valeurs fondamentales. Est-ce que votre conjoint est poli? Même envers vous-même d'abord. Parfois, il vous parle au téléphone à vos premiers jours de relation. Si tu t'amuses, je vais te casser la gueule. Ou si je t'appelle encore, si tu ne décroches pas, je vais te casser, je vais te faire ceci. Donc, un monsieur commence déjà comme ça, ou bien une dame commence déjà comme ça. Si un jour, mon ami, si un jour je t'appelle encore, si tu ne décroches pas, je vais débarquer chez toi. C'est la dame qui te dit ça. Au départ, tu dis que tu vas te marier avec elle. Ça dit que tu as l'amour du danger, tu devais faire le billet. Tu as dit que tu as l'amour du danger. C'est de ça qu'il est question. Donc, la personne doit avoir des valeurs, doit avoir des fondamentaux, elle doit savoir vivre, elle doit être polie. Il n'est pas dit fondamentaux ici, les diplômes à l'école, ça c'est fugace. Avoir les diplômes à l'école, une femme qui a les diplômes, un homme qui a les diplômes, c'est l'idéal. Mais quelqu'un peut ne pas avoir les diplômes, mais savoir se tenir. D'ailleurs, on ne fait pas un foyer avec la licence ou le doctorat. C'est de ça que je parle ici. Donc, il y a le savoir-vivre, il y a la politesse, il y a la délicatesse. Est-ce que la femme, là, le monsieur, là, a toutes ces qualités?
Si ce monsieur a toutes ces qualités, on avance donc à la deuxième qualité, c'est que moi je dirais par exemple pour les hommes que ta femme doit être plus intelligente que toi. Ta femme doit être plus intelligente que toi. Elle doit anticiper sur tout. Ta femme doit être anticipative. Elle doit anticiper sur tout. Quand tu arrives à la maison, c'est elle qui te rappelle que c'est dans 2 jours qu'on doit payer la facture de courant. Parce que le plus souvent, les hommes oublient ce genre de détails. Tu avais pris le moratoire à l'école de l'enfant que tu devais payer la scolarité tel jour. C'est madame qui pense à ce genre de choses. Alors si tu as une femme qui n'est pas intelligente, qui n'est pas plus intelligente que toi, qui peut même te dire, bon, par rapport à tel souci, on peut contourner ça comme si elle te propose. Tu as une femme à la maison qui ne te propose jamais rien, mais comment tu peux l'épouser? Comment tu l'épouses? Le mariage n'est pas basé sur les attraits physiques. Les attraits physiques, c'est secondaire, peut-être même tertiaire. Ce qui est le plus important, c'est ce que je suis en train de citer là. Est-ce que ta femme est plus intelligente que toi? Votre femme, même si elle n'a pas le doctorat, même si elle n'a que le CP, doit être plus intelligente que vous. Et quand je parle d'intelligence, ce n'est pas aller faire une équation de mathématiques, mais c'est une capacité de lire la vie, anticiper sur ce qui va se passer demain, qui peut se passer demain. Est-ce que votre femme a cette capacité d'anticipation? Est-ce que parce que maintenant quand je parle de la femme doit être plus intelligente que votre femme doit être plus intelligente que vous, je veux dire que l'homme aussi doit être assez humble pour assumer que sa femme est plus intelligente que lui. Bon, madame, si vous voulez vous marier avec un homme qui ne croit pas que vous êtes plus intelligente que lui, faites attention, vous êtes en danger. Parce que ce sont des principes naturels. Vous voyez, la Bible déclare que quand Dieu va faire Adam, il endort Adam. Vous savez que Ève s'est retrouvée assise à côté d'Adam pendant qu'Adam dormait pendant combien d'heures, pendant combien de jours? Personne ne sait rien. Personne ne sait. Personne ne sait. Pendant combien de jours? Pendant combien d'heures? Pendant combien d'heures? N'allons même pas au jour. Restons seulement sur les heures. C'était combien d'heures? Peut-être 3, peut-être 4. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a cerné? Qu'est-ce qu'elle a observé? Puisque il faudrait qu'on se dise, il y a une vérité que de la même façon que Adam qui va découvrir Ève va trouver en elle va voir une découverte et quelque chose à étudier, à analyser. Ève l'avait déjà étudié et analysé pendant qu'il dormait. Donc, naturellement, vous allez vous rendre compte que même quand on a grandi, une fille de la même génération que toi, à un certain âge-là, elle a une démarcation dans le cerveau que tu n'as pas. C'est naturel. C'est pour ça que vous voyez dans certaines familles, quand vous arrivez avec une femme plus âgée que vous, toute la famille commence à pleurer parce que déjà une femme de ta génération, elle a la vitesse dans le cerveau. A fortiori, celle qui est ton aînée de 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle va t'enfumer seulement. Mais ça, c'est pas bon. C'est des choses qui, dans la chair, peuvent faire peur, mais naturellement, ça n'inquiète personne, en fait. Donc, ta femme, normalement, la femme d'un homme doit être plus intelligente que lui. Elle doit anticiper sur les situations. Elle doit anticiper sur tout. Elle analyse. Même tes amis, quand tu arrives avec tes amis à la maison, ta femme est capable de regarder comme ça et te dire, celui-ci là, ça tient un peu, mais l'autre que j'ai vu, le brun là, sa tête ne me plaît pas. Et vous allez vous rendre compte que des jours après ou des mois après, celui qui est brun là va faire quelque chose, ta femme va te dire, n'est-ce pas, elle t'avait dit. C'est naturel. Donc, si vous voulez épouser une femme, sauf si vous voulez une esclave à la maison, mais si vous voulez épouser une femme, monsieur, votre femme doit être plus intelligente que vous. Et vous devez accepter ça. Madame, si vous voulez entrer dans un foyer, entrez dans le foyer de quelqu'un qui est conscient que vous êtes plus intelligente que lui. Dans le cas contraire, vous êtes en danger. Donc, votre rôle, le rôle de la femme, c'est d'anticiper sur tout. Elle doit être à l'avance. Sur tout. Hein. Ça, c'est naturel à elle, c'est un don à elle. Et si vous avez une femme à qui vous enlevez à cet attribut-là, mon frère, mariez-vous avec un autre homme. Donc, après, je vais dire que la femme que vous devez épouser, n'est-ce pas, que vous devez rechercher, elle doit vous inspirer à être la meilleure version de vous-même. Et madame, c'est votre rôle. Donc si vous avez une femme qui ne vous amène pas, qui ne vous inspire pas à être la meilleure version de vous-même, méfiez-vous. Ne vous mariez pas, même si elle est très belle. Je vous dis bien, regardez, nous sommes ici à la troisième qualité. Du bon conjoint, de la bonne conjointe, du bon époux, de la bonne épouse. Vous allez vous rendre compte, là, je n'ai pas parlé de la belle face. La belle face viendra après.
Vous voyez un peu. Donc ça peut être tertiaire, ça peut être secondaire. C'est pas en priorité en fait. C'est d'abord ce que nous, en fait, les hommes spirituels, les hommes d'une certaine moralité, les hommes d'une certaine raison, nous regardons d'abord en premier. On regarde les valeurs fondamentales, on regarde si la femme est plus intelligente que nous, on regarde si elle peut nous inspirer à être la meilleure version de nous-mêmes. Souvent, vous allez vous rendre compte que tous les hommes, quand ils sont tout jeunes là, les chaussures sont là-bas, les chaussettes sont là-bas. Quelqu'un m'avait dit un jour que tous les hommes sont les fils d'une même mère. Parce qu'on a le désordre, si on ne sait pas laver, si on ne sait pas laver, ça, même quand on sait laver, on n'a pas le temps de laver et tout. Mais dès qu'une femme entre la tac, quand on entre encore dans ta chambre, tout est classé à sa place. Elle vous inspire à être la meilleure version de vous-même. Parfois, il y a même, je connais un frère, sa femme me racontait que lui, quand ils se sont rencontrés, il ne portait jamais les slips. Il mettait le short dans le pantalon, même si c'est le pantalon, monsieur, il porte le short et après, maintenant, il met le pantalon au-dessus. Mais c'est la femme qui a changé ça. Madame me dit, c'est moi qui ai changé ça. C'est moi qui ai enlevé ça. J'ai commencé à lui payer les slips, j'ai commencé à lui payer les vous voyez. Hein? Donc, votre femme, c'est pour ça que je disais à quelqu'un un jour, je ne peux pas épouser une femme qui va venir de prime abord me demander déjà, je veux la greffe brésilienne, je veux la machin. Tu m'as apporté quoi depuis que tu es arrivé là? Pas que la greffe brésilienne soit un problème, non. Mais je dois voir quelqu'un qui vient pour me changer, quelqu'un qui veut mon bien, pas quelqu'un qui vient pour s'accomplir, pour se réaliser. C'est malhonnête. La femme est une solution. Si tu ne viens pas de moi avec une tendance de solution, mais attends. Hein? Il y a des gens qui ne mettaient que des pantalons jeans, qui ne mettaient que des t-shirts, des tennis, des baskets. Mais la femme a enseigné à mettre une chemise, un pantalon, monsieur, une belle chaussure et tout. Et elle te dit, moi, j'aime te voir comme ça. Donc, elle t'inspire à être la meilleure version de toi-même. Il y a d'autres qui s'asseyaient en route, ils mangent autour de bois la bouillie avec les beignets, le haricot. Mais ta femme te dit, je ne veux plus jamais te voir là-bas. C'est ça la femme. Hein? Donc, madame, si vous êtes aussi, vous avez ce genre de caractère, vous voulez révolutionner votre homme et vous vous rendez compte qu'il n'aime pas, lui, les trucs traditionnels, villageois, anti-réformistes, adventistes, comprenez que vous êtes en train de vouloir faire un mauvais mariage. Oui. Obligatoirement, vous allez faire un mauvais mariage parce que le monsieur, vous allez épouser un animal et vous allez garder un animal. Alors, vous n'êtes pas dans un foyer, vous êtes responsable d'un zoo. Vous êtes responsable d'un zoo avec un singe en capture que vous devez chercher à subir toute votre vie. Donc, la femme, je vous l'ai dit ici, quand je parle qu'elle vous inspire à être la meilleure version de vous-même, elle devient donc votre coach. Elle vous encourage. Donc, il y a des hommes qui étaient des mauvaises copies hier que les femmes ont amené à être de très belles personnes. Il y a la majorité des hommes que vous voyez, c'est pour ça que le dictum derrière un grand homme se cache une grande femme est sorti, parce qu'il y a des hommes qu'on a vus qui étaient des vrais loques humaines, qui étaient des vrais gâchis, mais qui sont devenus aujourd'hui de belles personnes à cause d'une femme. Et c'est ça la femme, parce que les gens pensent le 8 mars, quand on dit la fête de la femme, c'est tout ce qui a les rondeurs, les seins, les fesses et tout qu'on appelle femme. Non, c'est faux. C'est ce sexe féminin qui a ses qualités. Donc c'est un coach. C'est un coach. Donc, après donc, qu'elle vous ait inspiré à être la meilleure version de vous-même et que vous l'ayez accepté, et donc, madame, vous pouvez penser que ça c'est un bon mari, et monsieur, vous pouvez penser que ça c'est un bon homme, un bon mari. Alors, à ce moment-là, la femme qu'un homme doit épouser doit avoir la qualité d'être vive, pas morte, pas molle, pas lente. Lente à la réflexion, lente au raisonnement. Parfois, vous lui confiez une tâche, elle l'a fait dans 3 jours, elle l'a fait dans une semaine, elle remet tout à demain, tout la fatigue, elle juge de tout, elle critique de tout, elle raisonne tout, elle refuse tout, elle ne veut rien faire. Ce genre de femme, ne l'épouse pas, tu perds ton temps. Sauf si tu es fou, même si elle est belle comme le ciel et la terre, ne t'y engage pas, tu cherches les problèmes. Donc, elle doit être vive. Elle doit être vive. Elle doit mettre de l'ambiance aux journées à la maison. Vous savez, parfois, monsieur rentre du travail le soir, il est fatigué, il a les nerfs, il y a le stress de la journée, et tout, et tout, et tout. Vraiment, dans toute la vérité, il faudrait que la femme sache mettre l'ambiance. Vous devez être capable de mettre l'ambiance. Quand je parle d'ambiance, je parle d'une animatrice, hein? Vous bousculez un peu votre homme, comment était la journée, voilà, tout ça, vous lancez des blagues. Vous devez avoir vos blagues à vous.
Vous devez avoir vos blagues à vous, vos blagues qui animent le monsieur et qui font en sorte que le monsieur sorte du train quotidien de monsieur, vous n'avez pas fini tel dossier qu'on lui dit au travail. Monsieur, vous n'avez pas bien noué votre travail. Monsieur, pourquoi vous êtes arrivé en retard? Monsieur, je vois un manquant ici. Vous devez être capable, quand il arrive à la maison, de faire en sorte qu'il se retrouve dans un autre environnement, pas un environnement de travail, où tout le monde est stressé, où le patron aboie les ordres là-bas, où on menace des demandes d'explications et tout. Vous devez vraiment être une animatrice, une ambianceuse. Vous devez lancer des blagues, vous devez provoquer des jeux, vous devez des intrigues. Donc, madame, c'est ça votre rôle. Donc, vous n'allez pas faire comme si le monsieur allait s'engager avec une sœur religieuse, qui ne rit pas, qui ne connaît pas de blagues, encore que même les sœurs religieuses savent très bien faire les blagues. Donc, vous devez être cette femme-là. Une femme trop morne, trop terne, trop difficile, ça fatigue. Ça fatigue. Et donc, si un monsieur veut rester longtemps dans un foyer, il ne peut pas chercher une femme qui n'est pas vive, qui ne sache pas mettre l'ambiance à ses journées, qui ne soit pas une animatrice, qui ne sache pas faire des blagues, qui ne sache pas jouer, qui n'aime pas les gens. Moi, je n'aime pas jouer. Laisse-moi un peu tranquille et tout ça. Toujours en train d'agresser. Quand vous allez même jouer avec elle, parfois, elle vous donne des coups secs. Vous vous rendez compte que vous êtes en danger. Donc, elle doit aimer les intrigues. Vous faites des intrigues. C'est tout ça qui détend. En fait, le mari que vous devez prendre, c'est votre frère. La femme que vous devez prendre, c'est votre soeur. Tout comme vous faites des blagues avec votre frère, votre soeur en famille, vous devez être comme ça dans votre foyer. Sinon, vous avez mal compris l'affaire du mariage et c'est là où on se retrouve avec des divorces facilement parce qu'on parle d'incompatibilité d'humeur. Donc, votre femme doit être lucide sur les conflits. Quand il y a un conflit quelque part, votre femme doit être lucide. Elle ne doit pas être une va-t-en-guerre. Elle ne doit pas être quelqu'un qui vous envoie tout dans les problèmes. Le genre de femme, vous rentrez du travail le soir, vous trouvez qu'elle a bagarré avec tout le quartier. Et maintenant, vous arrivez avec votre tension du travail. Vous venez encore assumer la tension de ce qu'elle a fabriqué quand vous arrivez à la maison. Donc, elle doit être sage. Elle est lucide sur les conflits. Mais quand bien même quelqu'un vient fort, quand bien même quelqu'un vient agresser, elle a une façon de gérer ça là, avec beaucoup de maturité. Certaines situations, même où vous lui posez le problème, quand son mari n'est pas là, elle vous dit, bon, ok, j'ai compris, attendez quand monsieur va arriver. Attendez quand monsieur va arriver et c'est ça. Donc, elle doit savoir affronter les situations, elle doit savoir gérer les situations, elle ne doit pas paniquer, elle ne doit pas fuir devant les adversités ou devant les problèmes. Dès qu'un problème arrive, elle décide de fuir. Ou bien chaque fois, dès qu'il y a un souci, c'est elle qui t'encourage d'abord à abandonner, à te décourager. Vous épousez une femme comme ça, vous ne ferez jamais rien dans la vie. Vous savez, le mariage, ce n'est pas seulement l'affaire du sexe ou des belles photos au mur. J'ai épousé une belle femme. Elle te sert à quoi? Et tout homme, vous verrez tout homme, même s'il ne vous le dit pas, naturellement, quand vous avez ce genre de qualité, vous allez vous rendre compte que le monsieur se retrouve davantage attaché à vous. C'est vrai que le sexe rattache les gens, c'est vrai que le sexe rapproche les gens, mais je vous dirais ces qualités que je suis en train de citer là, un homme mature, c'est ça qu'il met devant. C'est ça qu'il met devant. Voilà pourquoi vous voyez, vous êtes des très belles femmes. Des hommes couchent avec vous, mais ils vous abandonnent après, ils vous laissent parfois, mais ils te donnent l'argent, 100 000, tu payes les chaussures, tu payes les gros téléphones de 180 000, 200 000, 800 000 les consorts. Mais après, il ne fait rien de bon avec toi parce que, au-delà de ta beauté, tu es vide. Donc, votre femme doit être honnête dans l'intimité pour celui qui veut se marier. Ta femme doit être honnête dans l'intimité. Ton mari doit être honnête dans l'intimité. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas timide, elle n'est pas timide. Au sujet de l'intimité, au sujet du sexe par exemple, parce que c'est une autre des choses, une autre des choses qui lie beaucoup les conjoints. Donc, il ne faut pas être timide là-bas. Vous devez exprimer vos points faibles par exemple. Il y a des femmes qui n'ont jamais atteint l'orgasme avec leur propre mari parce que le mari n'en parle pas, il n'ouvre pas la porte à des discussions du genre j'aime quand on m'embrasse, j'aime quand on me chatouille au niveau du cou, j'aime quand on me fait des petits trucs au niveau des oreilles et tout. Ou quand vous avez mis un mystère dans ce genre de domaine, ça sert à quoi de dire je suis marié si ta femme ne sait pas là où elle peut te toucher, ça crée un déclic dans ton corps. C'est inutile. C'est inutile. Sauf si vous êtes Jésus, alors vous ne vous mariez pas, vous êtes l'apôtre, vous ne vous mariez pas. Mais si vous prenez un sexe opposé à côté de vous, que ce soit votre homme, que ce soit votre femme, vous devez vous ouvrir. Chérie, moi j'aime ceci. Moi j'aime pas ça. Voici mes points faibles en amour. Voici là où je suis à l'aise. Voici là où ça ne va pas.
Vous ne devez pas avoir honte de parler de sexe. Vous ne devez pas avoir honte de parler de ça. Hein? Avec votre conjoint, votre femme ou votre mari, vous devez être libre de le dire. Vous devez ouvrir, parce que c'est tout un autre épisode de votre vie, le rapport sexuel, l'intimité. C'est tout un autre épisode. Alors si cet épisode-là, vous faites tout pour le crypter, vous a dit que vous n'allez pas... La Bible nous a dit tout à l'heure dans l'Ecclésiaste, hein, c'était clair. Jouis de la vie. Jouis de la vie, c'était clair. Jouis de la vie avec la femme de ta jeunesse. Jouis de la vie. Donc, vous voyez bien que même le verset biblique vous dit déjà que c'est une affaire d'épanouissement. Jouis de la vie avec la femme de ta jeunesse. Donc, vous devez être ouvert, vous devez parler ouvertement de ce que vous aimez, de comment vous aimez que ce soit fait avec votre conjoint, n'est-ce pas? Donc, maintenant, c'est au septième point que je vais parler maintenant de la beauté. Votre femme doit être belle, sans maquillage. Votre homme doit être beau, sans maquillage. Donc, préférez un jour que votre femme apparaisse devant vous avec les cheveux au vent. Même votre fiancé, hein. Il y a un style en tout cas, nous, on n'a pas grandi dans ce genre de mascarade. Hein. C'est-à-dire que maintenant, là, les femmes ont les ongles jusqu'ici. Aucune femme ne peut garder les ongles jusqu'ici à moins je sais pas, d'un an ou de 2 ans jusqu'ici. Donc, les artifices, là, pour nous, ce n'est pas des ingrédients qui épicent l'affaire. Il faut que je te vois comme tu étais né du ventre de ta mère. Si possible, même tu ne cresses pas. Oui, tu ne mets pas de maquillage, pas de rouge, noir, machin, tout ça là, pas de vernis. Il faut qu'on te voie à l'état brut. Parce que quand monsieur va faire qu'il t'a appris dans sa maison, le jour où tu enlèves tous ces artifices-là, il aura la nausée. Après, vous entendez que mon mari ne sait pas ce qui s'est passé depuis là, il n'aime pas me voir. Mais quand il t'avait vu, tu avais la greffe brésilienne, ce n'est pas tes cheveux. Alors que quand tu enlèves la greffe, il trouve les mon vieux partout là. Ça devient un problème. Ça, vous voyez. Donc, il faut être honnête. En amour, il faut être honnête. Pour rester dans un foyer, pour se marier, il faut être honnête. Si au départ, c'est les artifices, tu as gommé, tu as mis le lait de toilette sur ton corps, tu ressembles à un métis pendant qu'il s'engage. Maintenant, quand tu as fait faillite financièrement, ton vrai teint commence à apparaître. Tu sors noir comme le tableau. Et vous voulez que le monsieur reste encore là. Donc, votre femme, votre épouse doit être belle sans maquillage. Et ça, c'est sans commentaire. Belle sans maquillage. Les ongles des pieds, on doit voir, est-ce qu'on a collé les ongles qu'on met, les ongles en plastique là. Hein? Je ne dis pas que mettre ça c'est mal, mais pour moi qui veux t'avoir comme mari, je veux d'abord t'avoir naturellement belle. Donc si tu vas ajouter, et c'est un ajout, mais même quand elle enlève ça, elle est comme ça. Donc elle doit être bien sans maquillage, sans commentaire. Hein? Je ne fais pas de commentaire. Comme j'ai fait là, c'est déjà bon. Donc, elle doit être déterminée et passionnée. Quand tu la rencontres, non, je sais qu'un jour on sera ceci. Hein? Vous devez sentir dans votre femme qu'elle croit en vous et elle sait que vous serez un grand couple qui va investir et va réaliser de grandes choses. Elle doit être passionnée, elle doit être déterminée. Pas quelqu'un qui te raconte tous les jours, je vois qu'on va échouer. Hein. Je vois que c'est fini pour nous. Hein. Quand la lure où je suis en train de voir les choses, c'est que vraiment c'est fini. Donc c'est pas bon. Donc, et c'est pareil pour l'homme. Hein. Quand je parle là, je parle des conjoints. C'est pareil pour l'homme. Si vous avez un homme qui n'est pas déterminé, qui n'est pas passionné, monsieur qui regarde il zappe la télé toute la journée, ne fait rien, il faut faire attention, vous êtes en danger. Donc, et une femme aussi, nous avons besoin, pour quelqu'un qui veut se marier, d'avoir une femme qui peut lui dire, là tu as tort, sans avoir peur. Elle te regarde dans les yeux et te dit, tu as tort. Et monsieur aussi doit savoir accepter cela, hein, parce qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas qu'on leur dise qu'ils ont tort. Oui, tu dois dire, tu dois assumer quand on te dit que tu as tort. Il y a beaucoup d'hommes qui n'écoutent pas leur femme et ils échouent dans la vie. Vous devez être capable d'écouter votre femme, vous dire, monsieur, là vous avez fait fort, ce n'est pas normal, vous avez tort et vous devez accepter ça. Alors, madame, si vous avez un mari qui, chaque fois qu'il a une erreur, il n'assume jamais ses erreurs, méfiez-vous. Si vous avez un fiancé comme ça, commencez à prier. Hein. Priez beaucoup. N'est-ce pas? Donc, une autre qualité, c'est que de la même façon que votre conjoint doit être beau ou belle à l'intérieur,
ça doit aussi ressortir à l'extérieur. Donc, la beauté d'esprit, de belles façons de penser et de percevoir la vie, c'est très important. N'est-ce pas? Donc, votre conjoint doit aussi doit être prêt à faire des compromis. Il doit accepter qu'on lui dise non de temps en temps, que ce soit madame, que ce soit monsieur. Il faudrait qu'il y ait des moments où on lui dit non et il dit ah ok, j'ai compris. Même si son idée était claire, même si son idée était brillante, personne dans la vie, il n'y a personne dans la vie à qui on dit oui tout le temps. Donc il doit être capable de supporter quand on va lui dire non, je n'accepte pas, je ne fais pas, n'est-ce pas? Donc, que si vous avez par exemple une femme que vous voulez épouser, les qualités donc, elle doit être forte et féministe, donc une véritable solution, mais en version femme, avec douceur, avec maturité, avec analyse, avec fermeté, assumer et se relever face aux échecs, aux difficultés de la vie. Vous êtes capable. Vous êtes capable de faire face aux difficultés de la vie. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, un homme comme moi, je vais m'engager avec une femme qu'on est déjà tombé une fois, elle n'est pas partie. On est monté, on est arrivé à un niveau, on est tombé une deuxième fois, elle n'est pas partie, on est arrivé à un certain niveau. Alors, je marche avec elle. Je peux donc avoir d'autres femmes devant moi qui sont belles, qui sont jolies, qui sont ceci, qui sont élégantes. Je me fiche de vous parce que je sais que celle avec qui je suis, chaque fois qu'il y a eu des hauts dans ma vie, on était ensemble. Quand il y a eu des bas, on était ensemble. C'est une solution pour moi. Donc c'est un peu ça. C'est très important. Voilà des qualités comme ça en somme. Je pense à 12 qualités qui peuvent donc faire en sorte que vous puissiez faire le choix de votre conjoint et que vous puissiez être épanoui dans le foyer. Et comme Ecclésiaste 9.9 disait tout à l'heure, que vous puissiez donc vous réjouir, vous jouir de la vie avec la femme, l'homme de votre choix, de votre jeunesse. Ces 12 qualités, je pense que vous les garderez et ces qualités vont vous aider. Ça m'aide. Jusqu'à aujourd'hui, je suis épanoui en mariage parce que j'ai appris ces choses, j'ai analysé ces choses, j'ai compris ces choses et je suis de ceux-là à qui ma femme peut me dire là, je ne suis pas d'accord avec toi sur tel point et je reste tranquille. Première chose pour voir si elle n'a pas raison. Et si elle a raison, je suis de ceux-là qui disent oui, ce que tu disais là est vrai. C'est moi, j'ai réfléchi dessus tout à l'heure, j'ai constaté que c'était vrai. Et ça ne m'enlève rien. Ça met la femme en confiance, ça lui permet de bien analyser dans la vie, dans l'avenir, pour te dire, monsieur, non, parce qu'un homme qui échoue, c'est une femme qui échoue, c'est une famille qui échoue. Une femme qui échoue, c'est un homme qui a échoué, avec une réputation sabotée, et des enfants qui sont dans la honte. C'était ce que je pouvais vous dire en ce qui est des qualités pour un bon conjoint. Que Dieu vous garde et vous inspire davantage. Shalom.